Hop là, tout le monde arrive. Les premiers sont déjà là. Parfait. Ah bah, on a la team CoworkJS qui est arrivée en premier. Attendez un instant, tout le monde nous rejoint. Salut Daphné, salut Pierre. Salut Théo. Salut tout le monde. Attendez, je vous mets en grand. Hop là, Daphné, Pierre. J'avais pas de Pierre? Non, j'avais qu'un Pierre. Parfait. Pierre. Et on a Amélie qui nous rejoindra, je pense, après. Ouais, nickel, parfait. Est-ce que vous avez déjà utilisé Butter, Pierre et Daphné? En spectateur, ouais. Ouais. Je sais pas si ça changerait grand-chose d'être de l'autre côté Jamais de mon côté. de la barrière. Ok, jamais Butter. Ok. Bon, bah top. On va laisser le temps aux gens de rejoindre tranquillement. Dès qu'on aura Amélie, je vais pouvoir l'ajouter également. J'ai mangé de Goliath. Ah, parfait. Ah, tu vois, moi, j'avais mon café. Et puis, on était juste avant en session JS. Et le café est parti. Armand nous a brainwashé. Ouais, j'ai vu. J'ai essayé de suivre en faisant autre chose, j'ai clairement pas réussi. Donc je la regarderai en replay parce que ça avait l'air important, mais Non, franchement, c'est très très intéressant. Ça ouvre pas mal de possibilités. Je pense que là, on y voit tous un peu plus clair sur les objets. clairement. Et je trouve que c'est quand même un point hyper important du JS. Je vois qu'il y a du monde. François, Julien, Mathilda. On retrouve David, Sarah, tous ceux qui étaient déjà présents. Kevin, on a le mail qui va partir. Le message Slack vient de partir. Donc tout le monde va pouvoir nous rejoindre progressivement. Hop, hop, hop. Je finis de m'installer. Nickel. Bon, bah, dès qu'on aura Amélie, on pourra l'ajouter. Je rappelle un petit peu, le format Spotlight, c'est un format où on met en avant des membres de la communauté pour leur parcours, leur projet, leur expertise. Voilà, ça reste un programme assez ouvert. Ça se présente comme une interview, un échange, une discussion de 45 minutes. Ça dure rarement 45 minutes. On est plutôt sur 1 heure parce que c'est toujours très intéressant. On a toujours des questions dans le chat sur lesquelles on rebondit en même temps. Donc, on a souvent ces deux parties-là. D'abord, un échange, puis ensuite, une phase de questions-réponses. Et j'en profite pour ajouter Amélie tant qu'elle est là. Hop, Amélie, Dave, parfait. Salut Amélie. Salut. Je réexplique un petit peu ce qu'était le format Spotlight. Et donc, du coup, ça, normalement, c'est une fois toutes les 2 semaines. Vous voyez, là, cette semaine, c'est ultra intense. Il y en a plein. Normalement, c'est une fois toutes les 2 semaines. Ce sera un rythme qu'on reprendra après le Nouvel An. Mais là, jusqu'à Noël, on en a pratiquement tous les jours. Donc, vous en aurez aussi la semaine prochaine, puis la semaine suivante, etc. Il y a plein de thématiques. Cette semaine, on a vu, et ils sont accessibles en replay, je vous mettrai les liens. On a vu Alexis Kovalenko qui nous a parlé de comment il générait des visuels et des documents avec Webflow, Zapier et Airtable. On a vu comment pitcher ses services en tant que freelance Webflow avec Gabriel. Et puis, aujourd'hui, on va parler de Bulk et de votre organisation à tous les trois. Je me reprends ma petite note et je vous fais une trame et on va pouvoir se lancer. Ça vous va? Hyper chaud. Hyper chaud. Parfait. Cool. La trame qu'on avait imaginée, je vous l'explique un petit peu, comme ça vous avez un genre de sommaire et ça vous tient en haleine tout le long. Donc, comme ça, je suis sûr de vous avoir jusqu'à la fin. On va se faire une intro rapide sur Bulk de manière générale, de sa genèse jusqu'à aujourd'hui. Quoi correspond Bulk? Qu'est-ce que c'est? On va parler plus des équipes ensuite et des missions. On va présenter un peu plus quels sont les métiers de l'équipe, des membres de l'équipe Bulk et quels sont les types de missions auxquelles Bulk va répondre. Et comme ça va nous permettre de faire un pont vers la partie projet Bulk, comment se passe la gestion de projet. Et ensuite, vous nous donnerez vos tips pour optimiser la collab entre designers, développeurs, clients, etc. Et on fera une passe sur les questions du chat dans la foulée. Voilà. OK? Bon. Top. Commençons par le commencement. Je vais juste rappeler comment je vous ai connu. Alors, Daphné, tu es la première que je rencontre comme ça, via Butter en ligne. Donc, enchanté, Daphné. J'ai ensuite connu Amélie récemment.
finalement, on s'est vu au Disco Work avec Benny Sandman, que vous connaissez peut-être de Super Creative, et Pierre. On se connaît maintenant depuis, j'ai envie de dire des années, mais je ne suis pas sûr que ça se compte en plusieurs années. Ça doit pouvoir tout juste commencer à Ouais, je dire crois qu'on doit des être à années. 2 ans. Ouais. Je crois que ça fait 2 ans, ouais. 2 ans à la création de Sapiens, qu'on s'est rencontrés, et depuis, on ne s'est pas lâché. Je suis ton travail depuis les débuts. Est-ce que vous voulez nous parler de qu'est-ce que c'est que Bulk? Peut-être de la vision fondateur et de la vision freelance, ça peut être intéressant, comment vous le vivez. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec Bulk? Bah, du coup, pour la genèse de Bulk, Bulk, donc je l'ai cofondé avec Sophia Lambrou, que j'avais rencontré dans une autre vie et qui a été, comment dire, une des grandes personnes qui m'ont poussé à devenir freelance après plusieurs années en CDI. Okay. Et donc, quand j'ai décidé de me lancer en freelance, elle m'a accompagné sur la création de mon statut, les trucs à faire, les trucs à pas faire. On a même fait nos premières missions ensemble. Premier jour, j'avais fait tout mon URSAF, tout tranquille, machin, mes petits administratifs. Le lendemain, je me suis dit, bon, je vais me mettre à mon site internet. Et puis Sophia m'appelle et me dit, hey, j'ai une mission pour toi, ça te dit qu'on le fait ensemble? J'ai dit, bah, vas-y. Et c'était le début d'une aventure qui, du coup, continue toujours et qui est passée par la création de Bulk. L'idée, c'était qu'on avait de plus en plus de missions ensemble et on voulait un peu avoir une société, un nom, quelque chose qui nous unisse. Et puis, on commençait à faire des missions avec d'autres freelances. Et d'un point de vue administratif, la refacturation, etc., ça devenait un peu complexe avec des statuts d'auto-entrepreneur. Donc, on a lancé Bulk, comme pour ces raisons-là, principalement. Et au début, on faisait... je vais pas dire un peu de tout, mais on était plus vraiment les premiers mois de Bulk, ça a été plus en mode agence. On prenait des missions et puis on essayait de placer des gens et puis on avançait comme ça. Il y a eu pas mal d'itérations. C'est assez marrant l'entrepreneuriat parce que t'as un peu, t'as ce que tu racontes et puis il y a ce qui se passe vraiment où en fait. Pendant la première année et demie, on n'était pas à 100% sur Bulk. Et puis, un coup, c'est moi qui n'étais pas trop là. Puis, un coup, c'était Sophia qui était en mission en freelance à côté. Donc, on a mis un petit peu de temps à trouver le modèle. Et ça va faire presque 2 ans maintenant qu'on est un studio de design qui accompagne des PME et des startups sur la création, donc sur branding, design et intégration sur Webflow de leur site internet. Okay. Très souvent, nos clients, ils ont déjà un site internet. Ils sont à la fin finalement de la vie de leur premier site internet, parfois le deuxième, mais c'est souvent le premier, qui a été construit par les devs en interne, souvent sur une plateforme qui est du coup difficilement, que le marketing a du mal à prendre en main, parce que il y a eu beaucoup de custom code, de trucs comme ça dessus. Et les devs n'ont plus le temps de s'en occuper parce qu'ils sont souvent occupés sur le produit principal de l'entreprise. Donc, le marketing a un vrai besoin d'autonomie. Et puis, ils ont aussi envie de passer une étape d'un point de vue visuel pour montrer que, en fait, ils ont validé leur marché, ils ont une cible bien définie, un produit bien défini, et ils ont envie que ça se voit, en fait, auprès de tout le monde. Donc, on les accompagne là-dessus. Peut-être qu'on parlera de la méthode un peu plus tard, mais on les accompagne là-dessus. Et ça n'a pas trop changé depuis 2 ans. Ce qui a par contre pas mal évolué, c'est qu'on est passé de un studio où un fonctionnement vraiment de studio où, entre guillemets, c'est Pierre et Sophia les chefs, et une dynamique un peu de top-down, du coup, soit on fait les missions nous-mêmes, soit on staff des gens sur les missions où on n'a pas les compétences et où pas le temps pour le faire. Quelque chose d'assez classique. Et progressivement, on est en train d'aller vers un fonctionnement, même on y est là, un fonctionnement de collectif, où l'idée, c'est que tout le monde participe à
la vie du collectif, du studio, que ce soit dans les projets. Donc typiquement, de plus en plus comment dire, sur de plus en plus de projets, on a des freelances avec qui on travaille qui sont directement chefs de projet. Ok. Et puis l'idée aussi, c'est que on essaye en interne, on aura l'occasion d'en reparler, mais Ouais. de justement s'entraider, que ce soit entre dev et design, et puis sur des sujets, sur à peu près tous les sujets que tu peux rencontrer en tant que freelance. Ok, ah ouais, intéressant. Et du coup, ça, c'est quand même hyper complet et vous avez quand même évolué. Enfin, ça c'est, j'ai envie de dire horizontalisé, mais je pense pas que le mot existe. Mais en gros, c'est ça, vous êtes passé d'une structure où il y avait un leadership de base, des fondateurs, et finalement, là, tout s'étale et chacun peut être maître d'un projet. C'est ça. Et c'est vrai que alors ça, je ne l'ai pas dit en le présentant, mais depuis le début, pour le coup, vraiment notre différenciateur, c'est de dire, enfin, une partie de notre pitch en tout cas, c'est de dire que on construit des équipes de freelance sur mesure pour nos clients. Donc on est très transparent avec eux sur le fait qu'on n'a pas de salariés qui font de la production. C'est vraiment, on va vraiment chercher des freelances en fonction de leurs compétences pour qu'elles soient vraiment particulièrement adaptées au projet. Et c'est surtout vrai sur des métiers comme, c'est surtout, ça se voit vraiment sur des métiers comme des illustrateurs ou même des UI, UX designers, parce que du coup, forcément, il y a des appétences, des styles qui sont tout à fait différents. Et donc, pour s'adapter au mieux, c'est toujours, on essaye d'aller vraiment chercher des gens aussi pour leur style, quoi. Ouais, ça fait une des grosses forces, c'est que vous avez le client est certain d'avoir une équipe sur mesure à chaque fois pour son projet. C'est ça, c'est l'idée. Un luxe. C'est l'idée. Excellent. Et du coup, là, sont présentes avec moi, c'est assez intéressant. Donc Amélie, qui travaille avec nous depuis 2 ans maintenant. Ok. Genre, de décembre, je pense qu'on a dû commencer. Je te laisserai expliquer comment est-ce qu'on s'est rencontrés, Amélie, mais Ouais. ça doit faire on doit être à peu près à la date d'anniversaire de quand on s'est rencontrés, ce qui est quand même c'est ça. beau. Et de l'autre côté du spectre, finalement, on a Daphné qui nous a rejoint il y a 1 mois. Okay. Donc vous allez pouvoir avoir aussi un peu deux façons de percevoir Bulk un peu différentes, quoi. Et donc 3 avec la mienne, mais. Eh ben, écoute, je propose qu'on enchaîne avec Amélie, du coup, qui connaît Bulk du coup depuis maintenant presque 2 ans. Ouais, qu'est-ce que tu faisais également, Amélie, avant peut-être de faire du Webflow même Ouais. Alors moi, je me suis mise à mon compte il y a 3 ans. Avant ça, j'étais en salariat sur des jobs de responsable com digital, toujours full digital, mais de l'autre côté des clients qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, pour une entreprise, je gérais toute l'acquisition, trafic sur les sites internet, je gérais des projets de refonte, attention, sur WordPress, avec des équipes dev, des SI et tout ça. Donc, je me suis mise à mon compte il y a 3 ans, toujours sur ce même type de mission, en fait, de la gestion de projets web, de l'acquisition, des campagnes, Facebook, Instagram, tout ça. Et en fait, pour les besoins d'un client qui avait besoin de refondre son site, et par le biais de Grégoire de Coop, qui me parlait depuis plusieurs mois, et même dans les sessions, ça parlait Webflow. Moi, j'ai toujours eu ce petit côté un peu tech qui m'intéressait quand même pas mal. Et donc, quand ce client est arrivé avec ce besoin de refondre un site, je suis OK, bon, on va le faire passer sur Webflow parce que justement, ils avaient la problématique dont parlait Pierre tout à l'heure, à savoir qu'ils avaient en fait une machine de guerre pour leur site internet dont personne ne savait se servir, même pas pour faire un article de blog. Et qui en plus leur coûtait un bras. Donc, je me dis OK, bon, on va les passer sur Webflow, comme ça on va apprendre ça tous ensemble. Et c'est Grégoire, je crois qu'il m'avait donné le contact de Pierre, parce que Pierre était déjà parti de la région parisienne. Et donc, je contacte Pierre en disant, voilà, j'ai un besoin, j'ai une mission, est-ce que tu peux prendre la refonte de ce site-là? Donc, effectivement, on devait être en octobre, je pense, à ce moment-là, septembre-octobre. Non, là, pour la fin d'année, c'est mort, il n'y a plus de bande passante, c'est pas possible. J'ai dit, bon, OK. Et il me recontacte quelques semaines après en me disant, bon, alors, je peux pas faire le site de ton client, par contre, je voudrais faire une formation, et si tu veux être bêta-testeuse, voilà, je te vends pendant 1 mois et en même temps, tu fais le site de ton client et comme ça, tu apprends. Parfait. Meilleur des mondes.
Et donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. On a effectivement clôturé la formation et moi le site en fin décembre, il y a 2 ans. Ok. Et après les vacances, j'ai recontacté Pierre en disant bon, j'ai beaucoup de Webflow, je voudrais vraiment continuer. Donc, si jamais tu as des petits clients que tu n'as pas le temps de prendre ou des trucs pas trop complexes, n'hésite pas. Et avec cette idée j'avais fait un site, donc je connaissais Webflow. Et puis Pierre est revenu vers moi avec un autre projet. Et là, je me suis dit, Différent. je connais pas Webflow. Tu fais ton deuxième projet, tu vas là, c'est bon. Et tu as le troisième projet, ah non, toujours pas. Alors, Donc, pendant la première année, ça a été un peu comme ça, et j'avais toujours d'autres clients plus en com digital. Et c'est à la fin de l'année dernière où j'ai dit à Pierre, écoute, moi, en fait, je veux plus faire plus que ça. Parce que la gestion de projet, les campagnes de paid, ça m'éclate pas. Donc, effectivement, c'est la première année où on bosse. Enfin, moi, en tout cas, je bosse à à 100%. 92% pour des projets bulk. Ah, c'est beau. C'est une belle Voilà. rencontre, finalement. Une rencontre C'est par ça. la formation. Tout à fait. Et c'est je pense quand même, qu'il aura fallu 1 an et demi pour qu'on se voit en vrai. Ouais. C'est vrai, Ah à ouais. mon anniversaire, il y a pas si longtemps. Ouais. C'est ça. Bah, finalement, c'était aussi dans la période du Covid, donc ça a compliqué aussi, finalement, les échanges aussi. C'est ça. Clairement. Bon, bah, top, c'est une belle histoire. Et toi, Daphné, alors, est-ce que ta rencontre est aussi sous le signe de la formation ou c'est complètement différent? De mon côté, c'est complètement différent. Ok. Ouais. Donc, j'ai rejoint Bulk il y a 1 mois et je ne connaissais pas Bulk avant le mois de septembre de cette année. Ok. Et j'ai vu un message de Pierre comme quoi il cherchait pour Bulk un Head of Project en septembre. Et je l'ai contacté, on a échangé quelques interviews. Le feeling est très très bien passé. Bon, moi j'ai trouvé. Avec Pierre et avec Sophia. Et puis, j'ai commencé donc à rencontrer aussi l'équipe là ce mois-ci et l'intégration se passe super bien. Trop bien. Voilà. Et donc là, tu as commencé à travailler, tu es encore dans la phase d'onboarding ou tu as commencé à monter sur des projets Là, j'ai commencé à monter. Ok. Là, la partie intéressante démarre. Bon, C'est bah, ça. ça fait une bonne transition parce que du coup, on a deux vécus avec Bulk aujourd'hui. Donc, vous avez démarré à 2 finalement. C'est cette histoire de Sophia et toi qui démarre. Et aujourd'hui, vous êtes combien? Si on devait quantifier le nombre de freelance Bulk? Il y a, selon la police et selon les organisateurs, on va dire. Non, Bulk, c'est aujourd'hui, on a une base d'une 60aine, 70 même presque, de freelance avec qui on a échangé et avec qui on travaille. Il y en a certains et certaines avec qui on aimerait travailler et c'est encore jamais arrivé parce que soit ils n'ont pas des compétences dont on a forcément besoin, soit parce que les calendriers sont pas toujours aussi évidents à matcher. Et ensuite, de ces 70-là, on en a une vingtaine avec qui on travaille assez régulièrement. Et on a encore un cercle à l'intérieur de ça qui constitue vraiment le cœur du collectif et qui comment dire, qui incarne vraiment ce dont je parlais tout à l'heure. Et donc là, on a une dizaine de personnes avec qui on interagit, si pas tous les jours, au moins on essaye d'interagir toutes les semaines ensemble. Tous les mois, on se fait une rencontre pour justement échanger, parler des problématiques qu'on a pu avoir, sur les missions sur les projets qu'on a envie de faire en interne aussi. On en parlera aussi tout à l'heure, mais et l'idée en fait justement, c'est que on essaie d'avoir cette partie collectif qui est vraiment un peu le moteur justement de ce groupe-là, et puis de assez rapidement étendre ça à un peu une dynamique de communauté, un peu comme finalement ce que tu es en train de faire avec Init en ouvrant, donc on est dans le thème, en ouvrant le Slack à plus large que les gens qui ont suivi la formation. On a un peu aussi cette envie-là de faire en sorte que n'importe qui, on définit ça comme globalement des créatifs du web, mais ça inclut du coup des designers, des directeurs, directrices artistiques, des développeurs, développeuses,
Et l'idée, c'est d'avoir un endroit où on puisse échanger sur nos problématiques, où on puisse s'entraider, etc. On est en train d'imaginer un peu des étapes, des sortes de rôle, Ouais, c'est ça, de rôle que tu peux prendre progressivement Ok. pour justement et avoir plus de droits et aussi plus de devoirs quelque part Ouais, bien sûr. en fur et à mesure de ton implication dans la communauté. Ok. Et du coup, l'idée de ça, c'est déjà de tester ça entre nous en fait. Et on essaye assez régulièrement de rajouter des gens et de finalement prendre l'équipe d'une vingtaine de personnes avec qui on travaille assez régulièrement et de vraiment de plus en plus les intégrer dedans avant d'aller plus largement. Parce que ça, c'est notamment une des choses dont on s'est rendu compte avec des communautés comme Init. C'est important aussi de grandir. Sapiens, pardon, pas Init. Mais ça marche aussi. Je trouve que c'est important de grandir de manière organique. Et si tu ouvres trop vite, souvent, tu peux un peu casser la dynamique et les gens osent plus parler. T'as l'impression d'avoir une masse, en fait, d'un seul coup général où finalement, la phrase est hyper bateau, peut-être que c'est une citation, mais où tout le monde est personne, en fait. Tu sais pas qui aller chercher, qui fait quoi, etc. Alors qu'en effet, là, en grandissant comme vous le faites progressivement, vous avez un noyau qui finalement est plus intéressant. En tout cas, c'est l'idée. On reconnaît les membres Sapiens. Du coup, donc, tu disais au tout début, vous faites donc des missions orientées branding, design web et intégration Webflow. Donc, parmi ces 60-70 personnes, je suppose que vous n'avez pas uniquement des designers, des directeurs artistiques et puis des développeurs. Il doit y avoir peut-être des expertises plus spécifiques. Peut-être il y a de l'illustration, de la 3D. Il me semble que vous avez aussi des profils très orientés 3D. Et également des profils peut-être plus similaires à Daphné, sur de la gestion de projet ou peut-être même du sales, des choses comme ça, des commerciaux, ou est-ce que non, tout le monde fait un peu de tout? Aujourd'hui, ça va dépendre en fait. On a défini en interne, on a un peu défini des sortes de guildes, effectivement, okay. Sachant que tu peux faire partie de plusieurs si c'est pertinent, en fonction de tes compétences et de tes envies. On en a défini 4 principales, gestion de projet, direction artistique, UX, UI design et puis développement. Okay. Mais à l'intérieur de ça, tu as raison, il y a des sous-expertises, c'est ça, ouais. Par exemple, on a Alizé, notre experte SEO. On a effectivement des experts aussi WebGL. Okay. Et puis après, il y a des choses qui sont portées par plusieurs membres de l'équipe. Par exemple, la partie vente est aujourd'hui portée principalement par Sophia et moi. Mais on a commencé par Amélie, parce que Daphné n'était pas encore là. Amélie a ramené un projet à Bolk directement. Donc vraiment, on est vraiment dans l'incarnation même de l'idée de collectif et en fait, on est plus fort ensemble que en l'occurrence toute seule. Et du coup, Amélie a participé à la partie commerciale aussi. Donc on l'a fait ensemble parce que forcément, c'est la première fois qu'elle devait vraiment pitcher Bolk à quelqu'un d'extérieur. Et donc, il y a plein de choses à savoir. Et puis, c'était quand même intéressant de le faire ensemble. Mais l'idée, c'est qu'à terme, presque, je sais pas, Amélie et Pauline, une autre membre du collectif, puissent vendre des projets Bolk sans l'aide de Sophia ou moi, si elles en ont envie. C'est aussi un peu cette idée-là de tu prends ce qui t'intéresse, tu t'impliques là où c'est intéressant pour toi. Et puis après, Daphné aura aussi vocation à prendre le relais sur la partie commerciale, okay. Par exemple. C'est intéressant parce que finalement, Amélie ou les autres freelances, par exemple, peuvent très bien prendre une mission à part. Si, je sais pas, c'est un client proche et tu décides de le prendre à part, ou alors si tu décides d'avoir une expertise en plus, moi tu parlais de SEO, tu parlais de WebGL, etc. Il y a un projet qui a ce besoin-là, ok, on mobilise les membres de Bolk et on construit une équipe pour ce projet-là. C'est quand même une flexibilité qui est inégalable. En agence, ce serait compliqué de se dire, non, on mobilise une agence pour aller chercher ça, donc il faudrait un gestionnaire de projet, Alors que là, finalement, c'est peut-être Amélie qui va faire cette gestion de projet, je suppose, vu que le client vient d'elle, ou non, pas forcément. Pas tant. Pas tant que ça, ok. Pas tant. Non, mais en fait, c'est clairement l'idée était que ce client-là, en solo,
jamais j'aurais pu le traiter. Ok. C'est impossible parce que c'est vraiment un gros projet qui demande beaucoup d'expertise et toute la partie justement DA, UI, etc. que moi je ne gère pas du tout. Donc, et puis de toute manière, à partir du moment où ils ont commencé à me parler de leur projet, j'ai dit ok, c'était tellement, j'entendais presque les mots de Pierre et Sophia quand ils me parlaient. Donc je fais c'est presque une rencontre et moi je suis juste l'intermédiaire en fait. Ok. Donc et après non, moi la gestion de projet justement J'essaie de t'en débarrasser. je pense que j'en ai fait trop et que du coup ça m'intéresse plus quand il y a d'autres personnes qui en ont pas fait et qui sont vraiment à fond là-dessus. Donc c'est aussi cette flexibilité là qu'on a au sein de Bolt de se dire moi vraiment la gestion de projet ça ne m'intéresse plus. Par contre, si demain vous avez besoin que je monte en gestion de projet sur tel ou tel client, bien sûr, pour vous arranger, je le ferai, mais tant que possible, je reste à l'écart de ça. Ok. Ouais, ça veut dire que finalement, vous avez tous un peu des thématiques sur lesquelles vous acceptez d'aller ou non. On sait qu'Amélie, on peut t'activer, on va dire, sur des sujets spécifiques sur lesquels tu es à l'aise, sur lesquels tu as envie aussi d'avancer. Peut-être qu'il y a des sujets, là, comme Webflow, où tu avais envie de progresser. Et donc, potentiellement, un projet Webflow qui rentre, ok, on peut demander à Amélie si elle est dispo, etc. pour monter dessus. Et ce qui est intéressant aussi, quand vous parliez tout à l'heure d'expertises différentes, c'est que tu as des expertises métiers, mais même à travers un même outil, une même expertise, tu as encore une fois des choses, des approches, des approches distinctes. Je vais prendre le cas de Webflow. On a quelqu'un au sein on travaille avec quelqu'un qui est hyper fort en animation. Que moi je trouve assez dingue au niveau de ses animations et puis ça l'éclate en plus, vraiment c'est quelque chose qui, j'ai l'impression en tout cas. Là où moi les animations ça n'a pas encore fait son chemin, donc c'est presque de créer aussi des équipes qui ont à la base une même expertise mais qui vont venir se compléter et puis se faire grandir sur un métier, sur des métiers similaires quoi. Parce qu'en fait la spécialisation, l'équipe construite, elle va au-delà de la simple stack technique de il nous faut quelqu'un sur le Webflow, il nous faut quelqu'un en design ou autre. Si le client a un besoin plus d'immersion peut-être dans son projet, ok, il faut mobiliser des gens qui sont sensibles à ça aussi également. Et du coup, je fais un peu la transition. On a parlé des métiers, on a parlé des types de missions que vous aviez. Donc aujourd'hui, un client arrive auprès de Bulk, il a un projet. Comment va se passer cette gestion de projet? Qui va faire le premier contact? C'est des questions qu'on retrouve un petit peu avec Benoît quand on parlait de ce collectif de freelance qu'il a avec Justa et de ces problématiques-là un peu similaires, à une moindre échelle puisqu'ils sont 3. Mais aujourd'hui, un projet arrive, qui va prendre le lead sur le projet, qui va déterminer l'équipe, et ensuite, on va pouvoir faire cette transition de comment on amorce le projet avec vous. Ça va dépendre de quand est-ce par quel canal il arrive, on va dire. Okay. Je vois que mon micro reste allumé même quand je parle pas. Il grésille ou c'est... Non. Ok, non. Bon, très bien. Généralement, c'est nos clients, nos prospects arrivent par le site de Bulk ou par le canal Webflow Expert. Et donc, soit ils nous ont trouvé justement sur les Webflow Experts, soit, et c'est souvent le cas, ils sont recommandés par d'autres clients. Donc, généralement, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que ça va être Sophia ou moi, et maintenant aussi Daphné, qui vont faire le premier appel de découverte pour comprendre justement quels sont leurs besoins, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils veulent aller. On a aujourd'hui, on utilise énormément de Notion pour toute la gestion de projet, et on a un template justement de gestion de projet de Notion qui est assez malléable, qui a été pensé comme ça, pour que en fait ce soit le même document du début jusqu'à la fin du projet et même après finalement. Donc on a une page de prise de brief qu'on essaye de suivre un maximum pour justement poser toutes les bonnes questions, essayer de rien oublier. On s'est notamment rendu compte, je sais pas, par exemple que il nous arrive souvent d'avoir des prospects qui viennent nous voir en nous disant « Ouais, non, mais c'est bon, la charte graphique, on l'a, il n'y a pas de problème. »
Et donc, au début, on se disait, bah cool, ok, ils l'ont, c'est super. Et puis, au moment de démarrer le projet, je pense que Théo, tu l'as vécu, en fait, on se rend compte que ils l'ont, mais pas vraiment. Tout n'est pas vraiment très bien défini. Le logo, ils se font pas compte le changer. Puis, en fait, les couleurs, elles ont été un peu déchangées. Puis, ça, enfin, bref. Donc, maintenant, on essaye de capitaliser là-dessus et de se dire, en fait, si vous nous envoyez pas vraiment le document bien comme il faut, alors, enfin, on s'en fiche un peu de la forme, hein, mais on va rajouter une ligne de mise à jour de la charte graphique ou de construction de la charte graphique parce qu'en fait, factuellement, elle n'existe pas et en fait, c'est du temps sur le qu'on va passer derrière. Et donc, on essaye de faire ça sur à peu près tous les sujets. L'idée étant ensuite que ils puissent aussi compléter ce document, rajouter leurs inspirations, rajouter éventuellement si pendant notre premier appel il y a des choses qu'on a mal notées ou qu'on a eu envie de ou sur lesquelles ils ont un peu envie d'ajouter de la précision, on leur donne accès à ce fichier-là pour justement qu'ils puissent aussi mettre leur retour. Et ensuite, on leur envoie une proposition qui inclut justement tous ces éléments-là. Et c'est là qu'on va commencer à construire aussi, avant de leur envoyer la proposition d'ailleurs, on va construire l'équipe et demander les devis à chacun des freelances avec qui on va travailler dessus. Ok. Ça, c'est la théorie. Après, en pratique, souvent, on a quand même une assez bonne idée du temps que ça prend maintenant parce que on commence à avoir une bonne expérience sur ces projets-là. Donc typiquement, il y a des projets où on a une très bonne idée de, par exemple, quel illustrateur ou illustratrice on va prendre parce que ils sont dans un style, on a assez bien compris leur style. Mais ça arrive aussi assez souvent que ce soit qu'après les premiers ateliers qu'on va faire avec eux qu'on va comprendre ça. Donc du coup, on va estimer un package qui nous semble réaliste. Et l'histoire montre que globalement, on se trompe quand même pas trop. Okay. Et on va trouver cette personne plutôt qu'après. Et en fonction des profils, ce qu'on essaye de faire quand même, c'est d'aller interroger les gens pour leur demander s'ils sont à peu près dispo sur ces périodes-là pour les pré-booker entre guillemets. Mais donc c'est toujours un peu une part de jonglage dans cette partie-là. C'est la partie souvent, je trouve, la plus technique parce que tu dois en effet, donc là, en plus dans votre cas, de ce que j'ai compris, Bulk envoie un devis au client et ensuite demande les dispos, ou en parallèle les dispos et les tarifs finalement. Mais après, vous avez, je pense, une base de données de quel tarif, quelle freelance. Donc, la mission, faut être certain que vous connaissez déjà à peu près l'envergure du projet pour essayer d'estimer que sur la partie design, ça va coûter tant, la partie workflow, etc. C'est ça. Après, c'est ce que demande Fabien, là, justement, c'est que ça pénalise pas la réactivité. Au final, assez peu. J'avais un peu peur de ça, effectivement, au début, en me disant, ouais, mais non, mais ça va prendre trop de temps. Et c'est vrai que au début, Sophia était meilleure que moi là-dessus, d'ailleurs. Je paniquais un peu, puis souvent, j'envoyais des propositions un peu comme ça, et puis on verra plus tard. Et en fait, je me rends compte que la plupart du temps, en fait, les freelances avec qui on travaille, et même ceux avec qui on travaille un peu moins souvent, te répondent dans les 48 heures. Donc, en fait, si tu as ton prospect le lundi à 16h, tu envoies les messages, même le mardi matin. Généralement, on leur dit qu'on revient vers eux jeudi, vendredi. Ils sont OK avec ça. Ça te laisse le temps d'avoir les allers-retours et globalement d'avoir la proposition. Et au pire, si vraiment on n'a pas réussi à avoir le timing, la proposition à temps, on envoie un message et puis on décale d'une journée ou deux. Ça arrive assez rarement, mais c'est possible. Et c'est finalement assez bien pris. Ça n'a jamais empêché de signer un contrat, en tout cas. C'est en tout cas comme ça que je le vois. Et donc ça c'est au moment de la création du devis. Et si jamais tu disais qu'il y avait des illustrateurs, par exemple, ou illustratrices qui avaient des styles très définis, et vous avez besoin de cette personne-là pour un projet, supposons elle n'est pas disponible, comment va s'organiser le projet? Est-ce que on dit au client d'attendre et dans ce cas-là, le projet est potentiellement retardé? Est-ce qu'il y a une alternative? Comment vous gérez ce cas? Est-ce que c'est fréquent déjà aussi? J'allais dire, ça dépend. En fait, ça va dépendre de pas mal de. Si on cherche un style très particulier, voire une personne en particulier, ça nous est déjà arrivé qu'un prospect nous dise: ah, on a adoré ce site-là, et on leur dit: ouais, c'est machin qui l'a fait, on l'a fait avec l'aide de telle personne. Ah on veut bosser avec lui. Dans ce cas-là, ils le savent dès le début. Il va falloir qu'on
qui s'adaptent aussi à ça, parce que par définition, ils veulent travailler avec une personne, donc il faut qu'on l'attende. Je dirais que dans 80% des cas, on arrive à travailler avec la personne qu'on veut. Et ça se passe relativement, ça se passe très bien. Les fois où la personne n'est pas disponible, c'est là où on va se mettre à rechercher d'autres freelances. Et c'est aussi comme ça que du coup, on a ce pool, cette équipe de freelance avec qui on aimerait travailler. C'est parce que c'est aussi le fruit de ces recherches-là. Et on finit toujours par trouver. Des fois, ça prend un peu de temps, effectivement. Mais on a une façon de gérer les projets qui fait que ça s'anticipe quand même assez bien. Sur la partie, vu qu'on est là sur ce sujet-là, typiquement sur la partie illustration, c'est pas non plus si bloquant que ça. On peut quand même avancer sur les wireframes, on peut valider le sitemap, la structure du site, la structure des pages. Dans certains cas, on peut même commencer l'intégration sans forcément avoir tout le système d'illustration qui est construit. Donc ça permet de gagner du temps là-dessus. Et même sur d'autres métiers, finalement, on a suffisamment de latence dans le temps du projet pour que ça marche. Et je me rends compte que du coup, là, c'est important que je vous explique comment est-ce que nous, on organise nos projets. Une fois que le devis est signé, on a toujours un atelier qu'on appelle un atelier de kick-off, pendant lequel on va, pendant 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, avec 2-3 membres de l'équipe de chez eux, on va leur faire des ateliers sur des sujets qui sont particulièrement importants pour eux. Donc, en fonction de leur maturité, on va peut-être les faire creuser un peu sur leur cible ou sur les besoins de leur cible, sur le positionnement qu'ils visent, par exemple, comment est-ce que, par rapport à leurs concurrents, est-ce qu'ils se positionnent, etc. Et tout ça, ça va nous permettre de définir avec le client vraiment le brief sur la partie design et de vraiment co-construire toute cette partie-là pour éviter le syndrome de OK, vous nous avez donné un brief papier, on a bien compris, on travaille dans notre coin pendant genre 2 mois et puis on revient avec vous avec un truc magique qui souvent tombe pas très bien. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'inclure les clients le plus longtemps possible là-dedans. Et on enchaîne ce premier atelier par un deuxième qui est un atelier d'UX, où là, l'idée, ça va être de définir le sitemap du site. Donc vraiment de définir quelle page on va mettre, dans quel ordre, qu'est-ce qu'on met dans le menu, qu'est-ce qu'on met à côté, comment est-ce qu'on va restructurer tout ça. De plus en plus, on essaye d'inclure notre expert SEO dans cet atelier-là pour que ça soit aussi cohérent d'un point de vue trafic, etc. Et à l'issue de ça, on va travailler pendant 1 semaine à 15 jours justement sur une première itération d'organisation du site et puis de charte graphique, etc. En se basant toujours sur la page d'accueil parce que c'est comme ça qu'on réfléchit et on se rend compte aussi que c'est plus facile de se projeter sur quelque chose de concret plutôt que d'avoir un PowerPoint avec des éléments séparés et puis à toi d'essayer de reconstruire le truc. Parce qu'au moment de les assembler, c'est souvent très déceptif, donc on préfère les assembler tout de suite. Et en fait, tout ça fait que il se passe 2-3 semaines qui sont prévues dans le planning du projet, mais qui te permettent de trouver un intégrateur, une intégratrice Webflow, par exemple. Bon, c'est des métiers sur lesquels on est assez bien staffé, donc c'est pas forcément le meilleur exemple, mais ou quelqu'un qui fait du WebGL, par exemple. Oui, ça c'est un bon exemple. Ouais, des fonctionnalités techniques avancées qu'on pourrait avoir besoin plus tard. Ça vous laisse un moment de répit pour... Et puis même peut-être le définir, parce que finalement, là, tu disais, avec la sitemap et du coup les différents premiers éléments de cadrage, premières réunions, peut-être qu'à un moment, vous allez définir que, OK, il va y avoir un formulaire peut-être spécifique à construire. Et là, le besoin JS, il apparaît à ce moment-là. Peut-être qu'on va avoir, je sais pas, une fonctionnalité, un truc qui va demander cette fonctionnalité en plus. Donc, OK, très, très pertinent. Je voyais tout à l'heure, Amélie, que tu avais t'avais démuté ton micro. Est-ce que tu voulais réagir à un truc ? Je sais plus ce que tu avais dit. Je sais plus. C'est pas... J'ai vu qu'il était dans sa lancée, Pierre. Je me suis dit, je le laisse. Je parle beaucoup, donc Amélie a l'habitude, mais c'est vrai que bon, faut pas hésiter à me couper si besoin. Non, mais c'est hyper intéressant parce que ça montre et ça confirme que la collaboration, elle naît dès le début avec le client. Le client, dès le début, en fait, vous n'êtes pas un studio, un collectif ou une agence qui va venir exécuter le bon vouloir du client. C'est vraiment vous qui, dès le début, vous le prenez à la main et vous le ramenez dans le groupe. Dire, OK, on va réfléchir ensemble, on va t'accompagner. C'est vraiment cette notion d'accompagnement, je pense, qui vient
qui est recherché avec Bulk. Tu vois, Ben en parlait un petit peu en disant, alors je saute la première question, je pense qu'on y reviendra après. Il disait, j'ai bien compris que logiquement, on vient voir Bulk car on aura plus que la brique juste expertise. Du coup, on vient chercher cet accompagnement, cet ensemble de freelance qui viendrait appuyer. Je pense qu'en effet, c'est ce qui fait la force de Bulk aujourd'hui. Et je trouve ça hyper intéressant. Je me suis souvenu. Ah, Mais du coup, ça remonte à il y a un moment. Oh. C'est quand on parlait de la réactivité et de l'attente par rapport à Fabien qui dit les clients, c'est souvent ASAP. La différence aussi dont je me rends compte sur les projets pour lesquels je collabore avec Bulk, c'est que, et de plus en plus, j'ai l'impression, à partir du moment où on pitch un peu aux clients comment on va les accompagner, comment le projet va se dérouler, comment ceci, comment cela, et ben si on leur dit par contre, on ne peut pas tout de suite, ce sera dans un mois ou deux. Après, le client, voilà, il choisit. Est-ce qu'il veut quelque chose tout de suite et il cherche quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'il est convaincu par notre méthode, notre façon d'avancer, de le prendre par la main et qui fasse partie aussi du projet, comme tu disais, du début à la fin, auquel cas il attend. Et généralement, on a toujours ce sentiment un peu que le web, tout peut aller vite. J'ai fait un peu de print il y a très longtemps et du coup, le print, on met 6 mois pour faire un truc et c'est du print. Le web, on peut le gérer aujourd'hui pour demain. Mais en fait, non, si on veut, encore une fois, que les choses soient bien faites et de manière pérenne et que le client ne revienne pas dans 6 mois en disant, en fait, mon site, je veux tout changer. Donc, je pense que c'est à nous aussi, aux premières prises de contact, de bien leur faire prendre conscience qu'il faut prendre le temps de cette réflexion-là et de toute cette interrogation-là, même s'il a l'impression qu'il a son brief et qu'il sait où il veut aller et qu'il sait comment il veut y aller. Généralement, il y a toujours beaucoup de surprises, en fait. Et c'est là aussi où c'est hyper intéressant, ces phases d'atelier, c'est un peu le thème de notre discussion, mais la collaboration entre tous, finalement, elle se fait quand on peut, parce qu'on est parfois les uns les autres sur d'autres missions et on ne peut pas forcément tous être présents à la jeunesse du projet. Mais quand on peut, c'est vrai que d'être présent à ces ateliers, pour ensuite, alors que les maquettes ne sont pas encore posées, mais discuter avec la personne qui va s'en occuper et dire, OK, alors moi, niveau technique, par contre, je vois peut-être potentiellement ce truc ou ce truc-là, qui, attention, fait un peu exploser le devis initial ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment de s'en parler tout de suite et au fur et à mesure, plutôt que de voir arriver les maquettes, dire le client, ça, il a adoré, mais OK, alors moi, je ne sais pas du tout comment on va le faire. Et en plus, il faut que ça rentre dans le devis. Donc, c'est vraiment ça, c'est toute cette collaboration dès le début, en fait, qui est hyper intéressante. Qui est hyper importante. Et du coup, ça veut dire que dès le début, les acteurs suivants, alors peut-être pas le développement, je ne sais pas si le développement, vous l'amenez dès les premiers ateliers comme ça, la personne qui va être en charge du développement, ou est-ce que ça reste que design, SEO et gestion de projet, ou est-ce que la partie vraiment, comme on disait, développement Webflow peut aussi s'intégrer à ces premiers ateliers et dire, ok, là, non, attention, c'est très beau, c'est très intéressant, par contre, en termes de dev, ça va être technique, quoi. C'est ok. Ça dépend, ouais. Quand c'est possible et que c'est pertinent, la personne en charge du développement, ou en tout cas de la gestion de projet technique, essaye d'être là. Après, des fois, ça fait trop de monde dans l'atelier et puis c'est pas forcément pertinent. Du coup, on essaye plutôt de discuter entre nous avant d'envoyer les premières maquettes aux clients. Okay. Pour justement essayer comme disait Amélie, de flaguer les potentiels risques avant qu'on présente un truc incroyable au client et qu'il fasse « ouais, c'est trop cool ». Parce que c'est aussi ce dont on s'est rendu compte, c'est que il y a des fois, il faut changer pas grand-chose dans le design pour que ça passe de quasiment impossible ou extrêmement complexe à en fait, ça marche très bien. Enfin, je veux dire, à simple et en fait, pour le client, c'est la même chose. Donc, c'est aussi ce qu'on essaye d'amener, quoi. Ok, je vois mieux. Et du coup, donc là, on parle de la relation, je dirais, de toute l'équipe avec le client. Est-ce qu'il y a des moments où et est-ce que c'est le cas d'ailleurs, est-ce que le designer interagit en direct avec le client à des moments en direct avec le client, ou est-ce qu'il y a toujours la gestion de projet qui passe en parallèle et qui vient cadrer le truc?
pareil au niveau du développement, je sais pas, la demande d'assets, la demande sur des besoins plus spécifiques? On va dire que ça dépend. On essaye quand même d'avoir un seul interlocuteur, parce qu'on se rend compte à l'usage que sinon, des fois, les clients sont un peu perdus sur même qui est-ce qu'ils doivent pinguer. OK. Et puis même si on essaye on a un channel Slack partagé avec les clients, donc on essaye de faire en sorte que tout le monde ait accès à toutes les infos. Des fois, il y a quand même des messages qui sont un peu court-circuités, etc. Donc on essaye quand même plutôt qu'une personne centralise les choses. Maintenant, ça dépend aussi de l'envie des freelances. Certains ont envie d'être en direct avec le client, d'autres pas du tout. OK. Donc ça, on essaye aussi, quand se faire se peut, de le respecter. Et donc, je dirais que plutôt un seul interlocuteur. Après, on essaye aussi de faire les choses intelligemment. Donc, il y a des fois, effectivement, avoir une période pendant une semaine ou 15 jours où le client peut interagir directement avec les designers ou avec le développeur, ça fait sens aussi parfois. C'est que souvent, et tu vois, pour l'avoir un petit peu vécu quand je travaillais notamment avec Younes et Thierry et Clint, j'avais l'impression de faire juste le perroquet en fait entre le besoin et le réexpliquer au freelance, alors que finalement sur des missions le plus simple était de me court-circuiter et d'aller au plus direct et d'avoir cet échange là. Et du coup c'est vrai que en termes de vélocité, si tout doit passer par le gestionnaire de projet, ça peut alourdir la communication, potentiellement une information qui passe différemment. C'est ça. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, mais c'est vrai que c'est difficile de te répondre du coup de manière vraiment claire, parce que en fait ça dépend. C'est un peu une question de feeling quand même, et puis ça dépend des moments, ça dépend des sujets aussi, ça dépend de des retours du freelance, parce que ce que vous disiez, c'est que si le freelance n'est pas intéressé par le fait ou alors n'est pas du tout commercial, ça ne l'intéresse pas, et des fois il parle pas la même langue. Voilà. Oui, il parle pas la même langue, c'est vrai qu'il y a la notion de langue aussi. Ouais, exact. Mais moi, la manière dont j'ai le sentiment de voir les choses un peu se dessiner, là, c'est qu'on va avoir une personne en vraiment gestion de projet moins expertise métier, en fait. C'est-à-dire pour s'assurer que la roadmap est bien suivie, pour tirer une sonnette d'alarme si jamais il y a un problème, pour peut-être le suivi aussi des acomptes ou des choses comme ça. Et s'assurer que tant côté client que côté équipe, tout le monde est OK et raccord. Mais j'ai le sentiment que dès que ça commence à toucher un peu à des expertises métiers, on aurait quand même tendance à donner un peu plus la voix aux free experts de ce truc-là, sous réserve, comme le disait Pierre, que ça ne dérange pas la personne d'être mise en direct ou qu'il n'y ait pas de souci de langue. Ouais. Parce que du coup, là, vous avez donc sur les 70, on va dire 70 après freelance, quelles sont les langues parlées chez Bulk? Le français, l'anglais peut-être? Anglais. Français, anglais. Enfin, je veux dire, si tu parles pas anglais, c'est compliqué. Mais on a des exceptions à cette règle. On a 2-3 freelances qui parlent pas du tout anglais, ou pas du tout, mais pas très bien. Avec qui, du coup, pour le coup, on va interagir, on va vraiment faire passe-plat pour le coup, parce qu'il n'y a juste pas le choix. Mais c'est vrai qu'on a trouvé des gens hyper talentueux, et c'est dommage de se couper parce que juste avec des gros guillemets, il ne présente pas bien en face du client, ou juste même son anglais oral n'est pas forcément incroyable, donc difficile de se comprendre. Bien sûr. Mais ouais, ces deux langues-là. Mais après, on a des Allemands, un Allemand, un Indien, un Italien. Alors après, c'est difficile parce qu'il y a des Français aussi qui vivent à l'étranger, donc du coup, je me mélange un peu, mais... C'est vrai, parce qu'il y a cette notion-là aussi, on n'en a pas parlé, mais du coup, il y a les fuseaux horaires potentiels de décalage. C'est quelque chose que vous arrivez à gérer. Après, comme on disait, il y a ces moments de cadrage qui arrivent peut-être au début, il y en a peut-être moins après par la suite, chacun avance à ses horaires. Comment vous gérez ça, les différents fuseaux horaires? On essaye de faire ça bien. Mais le plus extrême qu'on ait fait, je pense, c'est un freelance qui était à Bali, nous en Europe, nous en France du coup, et le client qui était aux États-Unis, en Californie. Donc ça faisait vraiment genre
Il y avait tout le temps quelqu'un d'allumé sur le projet. C'était un peu vénère, mais en même temps, du coup, les time zones s'overlappaient de chaque côté du monde, donc ça marchait pas trop mal. Mais c'est clairement pas ce qu'on essaie de faire parce que là, c'était trop extrême. Donc la plupart du temps, quand même, on travaille des gens en Europe. Pas mal assez régulièrement des freelances qui vont se balader en Amérique du Sud. Je me demande pas pourquoi, mais c'est comme ça. Destination à la mode. C'est ça. Et comme en fait la plupart de nos clients sont soit en Europe, soit aux États-Unis, ça marche pas trop mal, in fine. Mais on essaye de tenir en compte de ça. Non, j'ai perdu. Enfin, vous tenir compte de ça. Quand en fonction de qui on va mettre sur les projets et qui prend les projets, parce que on a eu le cas où, par exemple, le chef de projet d'un client français était justement en Amérique du Sud. Ça se fait, mais un peu relou parce que du coup, tu loupes une moitié de la journée. Et puis, c'est pas forcément pratique, quoi. Mais c'est pas c'est franchement pas bloquant. Daphné, les premiers jours où elle était chez Bulk, elle était en Espagne. Les jours d'avant, elle était en Écosse. Pauline a fait 2 mois. Une des freelances a fait plus de 3 mois en Espagne. Sophia vit entre 2 pays et assez régulièrement un peu partout aussi. Donc, c'est une organisation. C'est des nouveaux modes d'organisation. On a des métiers qui le permettent. Ce mode full remote, il n'y a pas de locaux Bulk. Ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais été invité. Non. mais c'est là l'un des avantages, c'est que vous pouvez bosser de n'importe où et ça permet à tout le monde aussi de rejoindre l'équipe Bulk pour monter sur un projet. Enfin, je trouve ça fascinant. C'est des nouvelles manières de travailler. L'agence classique disparaît, quoi, petit à petit. Un petit peu, ouais, c'est ça. Il n'y a rien qu'à voir dans cet appel. Finalement, nous 4, on est dans 4 villes différentes, là. On a des bureaux. Il y a des bureaux. On a des bureaux virtuels. Mais oui. Un bon point, très bon point. Mais ça, tu vois, c'est un truc sur lequel je voulais venir parce qu'en effet, on parle de collaboration et il y a la collaboration humaine, mais vous bossez sur des outils qui déjà permettent de faire de la collaboration. Figma, Webflow aujourd'hui, de plus en plus. Enfin, je sais que vous utilisez Miro aussi. Et du coup, il y a ce moyen de communiquer. Donc, il y a du Gather, il y a du Slack aussi, du Discord peut-être. C'est ça. Qu'est-ce que vous utilisez? On a tout, nous. On a un groupe WhatsApp. En ce moment, on a tout parce que on a un Slack partagé avec les clients, spécifique, payant, enfin tout ça. Qu'on a dû séparer du Slack, je vais dire originel, parce que sinon on était à, je sais plus, c'était 1 500 € par mois, un truc comme ça n'avait aucun sens. C'est ça, moi je dois être à peu près à ça. Ou peut-être pas autant, mais ou peut-être 700, mais enfin bref, ça faisait c'était pas viable en fait. Et pour ce Slack-là, le Slack où on a vraiment la partie collectif, communauté, on est en train de le migrer sur Discord. Donc ça, c'est pas évident parce que c'est des nouvelles habitudes à prendre, des nouvelles marques. Pourquoi Discord du coup? Parce que c'est beaucoup plus fait pour les groupes au final. Pour les rôles dont tu disais peut-être. Il y a notamment l'intérêt des rôles qui sont intéressants, et puis parce que c'est quand même beaucoup plus tourné autour des communautés. Et de ne pas perdre d'historique aussi. Et c'est vrai que cette notion d'historique est quand même. Énormément de partage, de bench et de choses comme ça. Et donc Discord, Slack. Gather. Et puis Gather, du coup, effectivement, comme le disait Daphné, on a effectivement des bureaux virtuels qui font extrêmement bien leur office. D'ailleurs, c'était émerveillé. Genre, j'ai vraiment l'impression d'aller au bureau le matin, quoi. mais une bonne définition du bureau, quoi. Donc, c'est assez cool. Et tout le monde se sent à l'aise avec ça? Vous utilisiez d'Amélie et Daphné avant Gather ou... Moi, j'utilisais pas. Et de mon côté, ça marche à tel point que depuis qu'on est sur Gather, j'ai quasiment plus fait de sessions de coop. Ah ouais, ok. Donc en fait, je me suis un peu pas forcée, mais forcée à sortir de chez moi parce que je me sentais coupable la semaine dernière. Et je disais à Grégoire, je dis non, mais en fait, voilà, c'est depuis qu'on est sur ce truc-là, on se rejoint le matin, on se dit bon, ceux qui sont là, on prend le café ensemble, ça décale notre productivité. Mais on n'a plus, il n'y a pas une journée où on est tout seul, quoi. Ok. Ah ouais, ça c'est bien. Donc ça a enrichi encore le côté communauté, collectif. C'est pas juste le business, quoi. Oui, parce que vous aviez aussi
j'avais cru, alors je sais pas si tu m'en avais parlé en avant, mais des stand-up, des meet-up, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais des moments dans la semaine où vous vous rappelez, voilà, où vous en êtes sur les projets, prendre un peu la température avec tout le monde, non, c'est ça? Ou par mois peut-être, tu disais. Je sais plus. Il y a les deux en l'occurrence. Effectivement, on a les cafés le matin, Ah oui, voilà. où on essaye où qui veut vient. Ok. Et après, effectivement, on a des événements qu'on a appelés des town halls, où là, l'idée, c'est justement de faire un bilan de comment s'est passé le mois, de quoi est-ce qu'on est content, quels ont été nos challenges, que ce soit au sein des projets, mais au sein des projets, au sein de Bulk, mais même aussi autour. Il y avait beaucoup de j'ai envie de reprendre le sport, par exemple, pendant les deux derniers tournois. Et puis après, on essaie justement aussi de se créer d'autres moments pour interagir à aussi moins nombreux. Parce que quand on se retrouve, même si aujourd'hui on se retrouve à une petite dizaine, mine de rien, c'est vite 2 heures et on n'a pas forcément tous le temps de beaucoup parler non plus. Donc on essaye aussi de se faire des sessions plus spécifiques. Par exemple, on en fait ce qu'on appelle des Duck Sessions. Le nom est inspiré de la théorie du canard en plastique, qui a sa page Wikipédia d'ailleurs. C'est les développeurs qui ont un canard en plastique pour quand tu es bloqué dans ton code, en fait, tu prends le canard et tu lui parles, tu lui expliques ton problème. Et en fait, le simple fait d'expliquer ton problème te fait faire des connexions dans ton cerveau qui souvent te permettent de résoudre le problème sans avoir à... Donc nous, on utilise des vrais gens pour se parler, c'est sympa aussi. C'est mieux peut-être même. Et donc voilà, on essaye de faire des sessions comme ça où une ou deux personnes arrivent avec une problématique et on essaye de prendre une demi-heure, une heure pour aider la personne. Et puis se faire aussi des sessions où on échange sur des choses sur le design qui viennent de sortir, des choses sur Webflow qui viennent de sortir, des problématiques qu'on peut avoir sur l'un ou sur l'autre ou sur autre chose d'ailleurs. Typiquement là, on pourrait se faire une session, peut-être qu'on va le faire d'ailleurs, sur comment se fixer nos objectifs pour l'année prochaine, parce que c'est un sujet qui est finalement assez d'actualité, de saison, on va dire. De saison, on va dire, ouais. C'est un sujet important d'ailleurs à la Doc Session. Et on s'en était parlé en fait, effectivement. Ouais. Et puis on essaye aussi de faire des moments en one-to-one où finalement chaque personne a une sorte de binôme quelque part avec qui tu fais des one-to-one comme tu pourrais le faire en entreprise où tu échanges sur tes challenges justement, sur quoi tu es content, sur quoi machin, pour avoir aussi des moments où tu peux faire un peu le point finalement. Parce que, in fine, on reste quand même dans une logique de... on fait des projets pour des clients, quoi. Et donc, tu as aussi ce truc-là de des fois, tu as du mal à prendre du recul sur est-ce que... on essaye tous un peu de se pousser, donc souvent, on n'est pas forcément très content de nous ou pas assez. Et en fait, c'est bien aussi de prendre le temps de se dire non, mais regarde ce que tu as... d'où est-ce que tu viens aussi, quoi. Genre... oui, tu es en train d'apprendre GZAP, et je regarde pas du tout Amélie et Daphné en ce moment là-dessus. Mais, et oui, et c'est dur, tu vois, mais en même temps, genre, vois d'où tu viens aussi, quoi. Il va me falloir plus d'un canard. Oh oui. Mais, une armée de canards. C'est ça. Et je trouve ça hyper inspirant en fait, parce que c'est vraiment des notions de communauté que vous amenez à une échelle de collectif, donc on va dire une premier stade de communauté. Et franchement, ça donne, au-delà du fait de bosser ensemble, je trouve que ça donne une envie aussi de trouver son groupe de freelance avec qui échanger. Ah, une photo du bureau, parfait. Vous voyez un peu le bureau Bulk. Ouais, et puis là, il cache. Là, c'est le côté hyper studieux. Il faut savoir qu'on a une plage aussi. On a un rooftop et un circuit de cartes. Donc, tout ce qu'il faut pour décompresser. Souvent, quand ma fille vient à mon bureau et je laisse, je travaille, et puis qu'elle voit ça, elle me dit non, tu travailles pas, non. Tu joues. Plus tard, je voudrais faire comme maman. C'est exactement ça. Après, moi en tant que nouvelle, je trouve ça vraiment très pratique, que ce soit du côté communauté, mais aussi du côté apprentissage. Si jamais on est bloqué sur un sujet ou qu'on a une question, plutôt que de se dire je vais
pinguer la personne sur Discord ou sur Slack et je ne sais pas quand est-ce qu'elle va me répondre. Je vais voir, peut-être qu'elle est déjà à son bureau sur Gazer et je vais aller la pinguer là puisqu'elle est présente, travailler. Ça ajoute une vraie dynamique d'entreprise, comme si on allait se déplacer d'un bureau à l'autre pour aller demander un document. Ou voilà. Ouais, je trouve ça hyper. Enfin, c'est beaucoup plus dynamique finalement. Et parce que le Slack restera de la synchrone, on met un message et on attend. On verra bien quand ça reviendra. Même si c'est urgent et finalement. Ah oui, d'accord, ok, la partie c'est ça. plus Le dispo. reste, j'ai mis le reste dans le chat. Mais oui, c'est vrai. Et en même temps, après, il y a aussi quand même, on fait quand même des métiers aussi où on a besoin de se concentrer beaucoup. Donc, c'est aussi ce qui est intéressant avec les différents outils, c'est que tu peux aussi combiner les deux. Et en fait, il y a des moments où on est un peu plus chill. Donc, effectivement, tu vas te mettre sur Gazer, voire même, vous voyez, à droite, il y a les bureaux. Et puis, au milieu, il y a des tables, en fait. Et donc, le truc un peu implicite, c'est si tu es en mode un peu plus détente, tu te mets au milieu des tables et puis rejoins qui veut, quoi. Okay. On s'est même fait presque des sortes de coworking improvisés. On n'a pas encore... on a eu l'idée de vraiment se dire on se fait une section coworking sur le Gazer ensemble. On n'a pas encore acté, mais ça nous arrive de temps en temps de le faire, in fine. Mais c'est important aussi d'avoir des moments où tu peux être concentré dans ton truc et ne pas être dérangé parce que justement, à l'inverse, tu as besoin d'être focus sur un sujet. Ouais, ça, parce que finalement, là, on est déjà mobilisé par toutes les notifications un petit peu partout, le Slack, du coup, même vous avez plusieurs canaux, donc le Slack, le Discord, et donc avoir un endroit où quelqu'un peut venir vraiment te chercher par l'épaule et te poser une question, ça peut être une source de déconcentration aussi. Et je trouve ça intéressant d'avoir ces espaces-là très différents de l'endroit où je bosse, où j'ai besoin d'être focus, et l'endroit où je suis plus ouvert à de la discussion. Je pense là à une autre thématique qu'on n'avait pas trop imaginée dans la trame, mais tu disais tout à l'heure que vous documentiez beaucoup cette partie de découverte du projet client. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous appliquez de manière un peu plus large? C'est-à-dire comment on va, donc on l'a vu, comment on va découvrir le projet d'un client, comment on va même potentiellement onboarder un nouveau freelance. Je sais que chez Digidop, ils en parlent beaucoup de cette phase-là. Ils documentent le plus de choses possible pour permettre de faire de la formation à des nouveaux arrivants, pour montrer les process également des nouveaux arrivants, et puis potentiellement laisser la main à d'autres personnes. Tu disais de cette partie peut-être sales, etc. C'est quelque chose que tu voulais déléguer. Et après, ça fera, je pense, une passerelle sur l'après-Pierre et pourquoi Daphné arrive aussi potentiellement prendre la place de Pierre. Je spoil rien, mais... Jamais je te demande de me résumer un film parce que là... En fait, c'est ça, mais il est mort. Mais donc, en fait, je suis pas là. Alors, il y a... on essaye de documenter un maximum de choses. Notion, peut-être? Oui. Ouais, clairement. Notion all the way. C'est compliqué de documenter comme il faut, parce qu'il y a, encore une fois, il y a toujours cette problématique de quand tu es sur un projet client, que tu fais quelque chose, penser à documenter, c'est pas toujours évident, parce que des fois, tu n'es pas fini 100% le truc que tu veux faire, donc tu te dis c'est un peu trop tôt pour documenter, puis en fait, au moment où c'est bon, tu es passé à autre chose déjà, donc tu peux avoir du mal à y revenir, par exemple. Mais on essaye un maximum de documenter les scripts qu'on a pu utiliser, les astuces qu'on a pu faire, les bonnes pratiques qu'on a aussi. Je sais pas, par exemple, ne pas utiliser les Google Fonts, mais les mettre directement dans le projet parce que c'est le premier truc que Lighthouse va te remonter. Amélie rigole parce qu'on en a parlé ce matin, donc c'est pour ça. Mais c'est un exemple parmi des milliards d'autres. Et ce qu'on essaye de faire le plus possible maintenant, c'est que quand quelqu'un pose une question, essayer de lui répondre par une carte Notion, par un tuto finalement, que par lui répondre tout de suite. Comme ça, au moins, tu capitalises dessus. Puis en fait, ça fait. Puis si la personne à qui tu dois expliquer le problème ne comprend pas ton ticket, ta fiche Notion, c'est qu'a priori, elle n'est pas claire, donc autant la retravailler tout de suite. Mais c'est pas toujours évident, honnêtement. On essaye aussi, et ça, c'est un travail de dingue qui est en train de faire Sophia, que fait Sophia depuis plusieurs mois maintenant, c'est de documenter aussi notre méthode, vraiment sur toutes les étapes par lesquelles on passe, et notamment d'essayer de transmettre
ouais, la façon dont on a travaillé, notamment à des métiers où c'est beaucoup plus intangible, comme la direction artistique et même lui, où c'est, mine de rien, un peu plus, enfin, je vais pas dire flou, mais il y a une part d'un peu plus de feeling quand même qu'en dev, où même si, je sais pas, quand tu travailles une animation, le fait que ton bout de coton il soit élégant ou pas, il y a un peu une notion de feeling aussi, mais quand même beaucoup moins que dans des métiers plus créatifs. Ouais. Donc on a vraiment un gros travail là-dessus qui est finalement continu, permanent. Enfin, c'est une charge mentale permanente, mais en même temps qui est nécessaire pour que ça marche. Et puis c'est une charge mentale temporaire, parce que là, c'est en effet, c'est vous qui vous dites à chaque fois que vous faites chose, il faut le documenter, enfin, en construire un process et le documenter. Mais finalement, demain, c'est quelque chose que vous n'aurez pas à faire. Quelqu'un arrive, ok. Par exemple, Daphné arrive, ok, Daphné, voilà, comment fonctionne Bulk avec du coup les différentes ressources. Je suppose que tu as eu pas mal de choses à lire, Daphné, en arrivant. Mais, Ouais, puis C'est le testeur. exactement. Il en faut. Et je m'excuse pour ça d'ailleurs. Mais, mais ouais, et puis en fait, mais j'essaye de. C'est pas évident, mais vraiment, je le vois comme quand tu vois, genre, je sais pas, s'entraîner à faire du sport, tu vois. Enfin, en fait, à chaque fois que tu le fais, ça fait un peu chier, mais en fait, mais tu vois les bénéfices dans 6 mois. C'est un peu la même chose, quoi. Le jour où tu peux dire, bah tiens, j'ai déjà une carte faite pour cette question, c'est genre trop magique, quoi. Bah ouais, c'est un gain de temps énorme. Puis, ça se trouve même, tu peux enfin, comment dire, arriver avant la question. C'est Quelqu'un ça. qui se pose la question, il va aller voir dans cette source de données, cette documentation, et aller trouver sa réponse en amont. Donc là, tout le monde gagne en autonomie. C'est le but. C'est le but. Ouais, c'est aussi dans l'idée de transmission, je pense, au niveau de nos métiers. C'est-à-dire qu'il y a d'une part un côté très personnel, genre, j'ai galéré pendant une demi-journée pour faire ce truc, je veux pas. Un tip, ce que toi, tu m'as donné, Théo, pour enlever la flèche sur un sélecteur, la flèche native de Webflow. Ouais. Mais ça, c'est dans notre Notion maintenant, parce que à force d'aller chercher à chaque fois que ça se produisait dans mes mails, alors attends Théo, c'était quoi son mail, c'est où, comment je retrouve son bout de code. Bah voilà, donc déjà pour toi, tu gagnes du temps, des petits trucs un peu galères que tu refais pas non plus tous les jours, donc ça reste pas forcément écrit pour toi. Et après pour les suivants, genre effectivement avec Daphné, on commence à plonger un peu dans GESAP. Je n'ai jamais mangé autant de vidéos de ma vie en si peu de temps, dont certaines pas géniales. Bah, l'idée, c'est justement toutes les pépites un peu qu'on trouve de faire gagner du temps aux suivants sur ces sujets-là et de dire bon, bah, ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième. Et puis. T'as un process même d'apprentissage. Ouais, c'est ça. Bah, et puis toujours dans cette idée de partage de connaissances qu'on a pour ceux qui veulent, encore une fois, parce qu'après, chacun va conserver sa spécialité, ses choses, et certains ne voudront pas du tout aller dans le custom code ou aller plus loin dans le code et vraiment conserver le côté no-code de Webflow. Mais pour ceux qui veulent pousser ces portes. C'est toujours intéressant. C'est vrai que c'est souvent des petits scripts, des choses qu'on va aller retrouver au fin fond de Stack Overflow, des choses comme ça. Voilà, Younes, exactement, GZAP. Je savais que tu réagirais, Younes, je te connais. Qui est un développeur Webflow et qui fait du GZAP de folie aussi. Mais c'est plein de choses. Pour les coordonnées, moi. Ah bah, vas-y, je te recommande Younes à 200%. Mais c'est vrai que souvent, ça, c'est ces petites sources de données et qui sont hyper clés. Du Stack Overflow, des trucs comme ça, des tout petites choses. Là, le curseur, voilà, c'est pas grand-chose, mais il faut l'avoir quelque part. Du coup, on a répondu à la moitié de mon film, on va dire. On a la partie de fin où c'est le séquel après. Non, préquel. Le préquel, je sais jamais, j'en sais rien. Je sais jamais. Je crois que c'est. Qu'est-ce qui se passe prochainement avec Bulk, et notamment avec toi, Pierre, et qu'est-ce que ça engendre, tu vois, au niveau de tout ça, de cette documentation, de ces process, etc. En fait, c'est l'inverse, mais je sais pas quel est aussi, enfin, les deux. Qui a engendré quoi, mais ouais. C'est ça. En fait, je suis en pleine reconversion, là. Je suis retourné, depuis début octobre, je suis retourné à l'école pour devenir moniteur de pilotage automobile. Donc, apprendre aux gens à piloter leur voiture sur circuit. Donc, rien à voir.
À part si on garde le côté transmission, mais sinon, je change de métier, quoi, clairement. Bah ouais. Et c'est un projet que j'ai depuis longtemps. Ça doit faire 3 ans que je sais que je veux faire ça. Ça fait 1 an que je sais que je suis pris à l'école et que ça aura lieu, enfin, que à partir de début octobre, je serai moins dispo. Et en fait, et la conséquence de ça, c'est que effectivement, j'aurai encore plus, de moins en moins de temps, voire même presque plus de temps, en tout cas opérationnel, à allouer à Bulk. Et l'idée, ça a été de se dire, il y a quand même une bonne dynamique. C'est très quand même con de tout arrêter, même si, c'est aussi une possibilité. Hein. Il n'y a rien d'immuable dans la vie. Mais du coup, on s'est dit qu'on allait accélérer tout ce qu'on voulait faire justement autour de le collectif, la communauté, etc. Et ça nous a, mine de rien, un peu forcé à accélérer ces sujets-là. Et c'est trop bien parce que, je pense que, Amélie, Daphné, vous pourrez compléter, mais je pense que Bulk, c'est quand même un endroit où c'est cool en fait de bosser. Au sens où c'est plus simple, mais c'est pas que ce soit à Bulk en tant que quantité, et parce que voilà, mais c'est plus que bosser à plusieurs, en fait, c'est grave plus sympa que bosser tout seul, globalement. Surtout arriver à un certain stade dans ta vie de freelance. Et du coup, l'idée, c'est de faire en sorte que ça puisse continuer. Et quel meilleur exemple que d'enlever un des cofondateurs du projet, quoi, peut-être. Mais, et c'est pour ça que Daphné d'ailleurs est arrivée, c'est qu'effectivement son rôle c'est j'allais dire devenir la nouvelle Pierre, mais en fait de devenir Daphné, de prendre ma place sur la partie gestion de clients et gestion, facilitation aussi de la communauté, on va dire. Et en fait, c'est marrant parce que plus on avance, plus on se rend compte que c'est quand même c'est chouette de fonctionner comme ça. Même si, là, on parle que des moments positifs, forcément, parce que, il y a aussi des moments de doute, des moments où les moments d'échange, etc., qui ont lieu, des fois, ça a lieu régulièrement, et des fois, on est noyé dans les projets clients, et donc, ça, c'est moins fréquent. Donc, forcément, comme dans tous les groupes, il y a aussi, le reste de la vie, quoi. Ouais. Mais je sais pas ce que vous en pensez, Amélie et Daphné, mais je trouve que c'est quand même plus sympa de bosser comme ça que chacun dans son coin, quoi. Comment tu le vis, toi, Daphné, du coup, cette passation, j'ai envie de dire, d'appeler ça Comme l'a mentionné Pierre, c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu des moments de doute, il y a eu et tout ça, mais je suis super contente d'avoir découvert Bulk, d'être rentrée chez Bulk. Et que ce soit niveau justement facilitation que Pierre a mentionné ou gestion de projet client, moi j'aime beaucoup tout ce qui est relation client et tout ce qui est aussi passation des connaissances. Okay. Et j'ai tout retrouvé chez Bulk, tout ce dont Pierre et Sophia m'avaient parlé avant que je commence le mois dernier. C'est vrai que, on ne sait jamais si ce qu'on entend à l'entretien ou pendant les rendez-vous va être exactement comme c'est. Et j'ai été très contente de voir que ça a été au-dessus de mes attentes. C'est quand même royal de pouvoir dire ça. C'est une belle transmission, du coup. J'avais une question à l'instant, elle vient de disparaître. Si, du coup, donc là, c'est la première fois que tu interviens avec Bulk. Tu n'as pas travaillé en tant que freelance auparavant. Donc, c'est pareil, tu as non seulement rencontré Pierre et Sophia, mais tu as également rencontré tous les autres freelances. Comment ça se passe? Comment? Je continue à les rencontrer. Ah oui, voilà, ça c'est un travail de longue haleine, en effet. S'il y a 70 personnes. Je reprends rapidement, il y avait
une question de Ben qui disait, que je la retrouve, qui demandait est-ce que, et alors c'était plutôt une question orientée client, mais est-ce qu'au début d'un projet client, vous présentiez chacune des équipes? Également, est-ce que quand il y avait un nouveau freelance qui arrivait, pendant ces temps-là, vous preniez le temps de présenter le freelance, etc., enfin de l'intégrer à la communauté? Ou est-ce que c'est vraiment au fur et à mesure des projets? Et du coup, Daphné, comment tu as pu rencontrer les autres freelances actuellement? Au niveau des town halls, alors n'hésitez pas à me corriger, Pierre et Amélie. Au niveau des town halls, comme le disait Pierre, comme on est tous ensemble à parler, ça va être surtout le cœur des freelances de Bulk. Donc, quand il y a un nouveau freelance, on essaye de l'onboarder doucement au niveau avec des rencontres déjà avec Sophia Pierre. Et après, de commencer à le connaître aussi sur des missions, forcément, avant de justement l'intégrer de plus en plus à la communauté. Bien sûr, si la personne, en fonction des envies de la personne, si la personne ne souhaite pas faire partie du cœur et s'intégrer dans les guildes, il n'y a aucune obligation. Donc voilà comment ça se passe pour l'intégration de nouveaux freelances. Pour moi, pour les rencontrer, ça a été un peu différent. C'est-à-dire que je suis allée voir chaque personne et j'ai fait des petits one-to-one. Je continue à faire des petits one-to-one pour apprendre à les connaître, que ce soit professionnellement ou personnellement, pour pas qu'un bonjour, comment ça va aujourd'hui soit automatisé, robotisé. C'est important. En plus, c'est vrai que si tu as ce rôle-là quand même de gestionnaire de projet, de mise en relation entre les freelances et les clients, c'est en effet, je pense, un point hyper important que de les connaître un peu plus personnellement aussi. Et tu posais aussi la question par rapport à quand on monte la team. Ouais. Dans ces cas-là, comme le disait Pierre, on a cette documentation, cette fiche, ce dossier client sur le Notion. Et dans ce dossier, justement, on mentionne chaque personne de la team. Donc, le client a une vision sur tous les freelances qui vont travailler sur le projet. Ok. Du coup, je rebondis là-dessus et ça reprend également un autre point de Ben et également là, je vois la question de Fabien. Est-ce que, on va d'abord commencer par la question de Fabien. En termes de compta, du coup, les freelances qui bossent avec Bulk facturent Bulk ou facturent le client? Facture Bulk. Ok, donc c'est Bulk qui fait une facture globale au client, un devis, une facture globale au client. Okay. Est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait des court-circuitages, que finalement, maintenant qu'un client potentiellement connaît l'équipe, finalement, il décide de contacter en direct un des freelances et passe par lui, etc. Comment vous gérez cette éventualité? C'est peut-être pas arrivé. C'est presque Amélie qui serait plus à même de répondre. Moi, je vais dire non, jamais personne m'a contacté en direct. Non, alors, sans blague à part, ça t'est déjà arrivé ou pas? Non. C'est là qu'on va le découvrir. Non, je te l'aurais dit. Je pense qu'on est, en tout cas, dans ce noyau cœur et dans ceux avec qui on bosse le plus régulièrement, je pense qu'on est arrivé à un niveau de confiance et plus juste des collègues, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et non, l'idée c'était pas de se fâcher, Ben. Hein, Elle aurait dit oui que c'était pas grave. Hein. Mais en fait, le truc c'est qu'on est hyper transparent avec nos clients. On leur dit, et d'ailleurs, on a aussi des missions, une grosse partie donc on a l'émission dont je vous ai parlé, branding, design, intégration, avec beaucoup design et intégration, parce que souvent le branding il existe déjà, il est assez bien fiché. Mais on a aussi des missions d'intégration pure parce que c'est aussi plus facile. En tout cas, on est organisé d'une manière où finalement on peut prendre des missions d'intégration un peu plus facilement que des missions de design, en tout cas pour l'instant. Ouais. Et en fait, on le dit aux clients que honnêtement, des fois, on est plus cher que des freelances qui feront un travail de qualité largement équivalente. Et
bah, on a des clients qui, du coup, ont dit, ouais, bah, enfin, des prospects, du coup, qui ont dit, bah non, mais on va partir avec quelqu'un d'autre parce qu'effectivement, il y a une question de budget. Mais de plus en plus, on se rend compte que les gens nous disent, non, non, mais moi, je veux pas bosser avec qu'un seul freelance parce que justement, j'ai aussi envie d'avoir cette certitude qu'il va y avoir de la redondance et que si la personne que vous avez mis sur le projet part en vacances, par exemple, parce qu'elle a le droit, ou même fait autre chose, bah, en fait, que j'ai quelqu'un en face. Et où finalement la différence de budget n'est pas forcément si incroyable. Enfin, on a aussi ce truc-là, quoi. Et en fait, comme nos clients le savent depuis le début, on leur laisse le choix. Et on a vraiment, ouais, on essaye vraiment d'être le plus transparent possible sur ce genre de choses. Pareil, quand on a des clients qui correspondent pas, des prospects du coup, qui correspondent pas exactement à notre clientèle type, on leur dit. Parce que bah, des fois, soit on va être trop cher pour eux, soit à l'inverse, on va être trop petit pour eux. Ça peut arriver aussi. Et l'idée, c'est qu'en fait, on fasse ça en bonne intelligence. Donc, quand on sait dès le début qu'on n'y arrive pas, on le dit. Et ça, souvent, c'est assez apprécié aussi. Et c'est une vraie leçon, d'ailleurs, que ce soit pour une agence ou un freelance. Dire non, c'est même bien mieux perçu que dire oui. Et après, parfois un peu foirer. On a des clients ou des prospects qui nous ont dit ouais, non, mais justement, quand tu m'as dit ça, ça m'a convaincu de bosser avec vous parce que justement, je sais qu'au moins, quand vous dites oui, c'est un vrai oui, quoi. Ouais. Je pense que c'est vachement sécurisant aussi pour les clients de sentir qu'ils ne confient pas tout leur projet à une personne. Mine de rien, même si on fait des échanges et ceci, que ça a l'air d'être de matcher, on ne sait jamais vraiment quand on est avec une personne. Donc, c'est sûr que de partir avec Bol, qui a cette assurance-là que si quelqu'un claque dans les doigts, il y a quelqu'un d'autre. Et après, côté freelance, pour revenir sur est-ce que quelqu'un a déjà essayé de démarcher, je trouve que ce serait vraiment pas malin d'un point de vue free que d'aller faire ça à une communauté qui t'apporte autant. Et j'ai presque envie de dire, quelqu'un qui fonctionnerait comme ça, finalement, ce serait bien qu'on le sache parce que c'est pas du tout dans l'esprit qu'on a envie de mettre en place, quoi. Donc, et puis l'écosystème, il est microscopique. Hein. Tout se sait, c'est un truc de ouf. Ça, c'est sûr. Moi, je suis plutôt dans l'esprit inverse, genre des clients qui sont rentrés parce que petit projet, refonte de site, il n'y a pas de design, etc. Et qui là commencent à voir les choses de manière un peu plus grande. Et ça devient trop gros pour moi. On va voir s'ils accepteraient de passer par bulk, quoi, parce que voilà, moi j'ai toujours été clair que pas de design, on prend des templates, on change des couleurs. Si vous voulez plus, on va commencer à aller parler à d'autres professionnels. Moi je trouve ça hyper sécurisant pour vous et pour le client, quoi. Même si demain un client pareil il réagit mal, alors je sais pas si ça arrive aussi, parfois c'est le client qui réagit mal, peut-être qu'il est mauvais payeur, voilà. C'est bien, il y a une structure intermédiaire qui permet aussi d'encaisser ça et de gérer, d'avoir un échange un peu plus fluide avec le client. J'ai une question de Fabien. Je vous rappelle juste de poser vos questions si vous voulez dès maintenant dans le chat, parce qu'on arrive à la fin. On va prendre la question de Fabien et ensuite je vous demanderai si vous avez des tips pour tous ceux qui souhaitent collaborer avec potentiellement, je sais qu'il y a pas mal de binômes dans Init, des gens qui aiment bien bosser ensemble, notamment sur de la formation, mais qui potentiellement pourraient bosser ensemble sur de la prod. On y reviendra après. Est-ce que ça vous arrive avec Bulk de faire des appels d'offres ou des compétitions pour avoir des projets? Appel d'offres assez peu, parce qu'on n'est pas du tout structuré pour ça. Notre méthode, justement, qui implique de faire des ateliers avec les clients pour co-construire, finalement, ce brief, et puis pour nous, vraiment poser les questions et réfléchir avec eux sur des points très précis, fait qu'en fait, pour un appel d'offres, ça marche quasiment pas. Parce que très souvent, il est demandé d'avoir une première version de la page d'accueil, par exemple. Ce qui est plutôt alors ça, c'est des appels d'offres un peu old school qu'on a pu beaucoup voir à l'époque du print, etc., de l'impression, ou même qu'on peut voir dans la publicité, par exemple, où tu dois déjà arriver avec une note d'intention, mais qui des fois est assez poussée. Ça, c'est des choses sur lesquelles on est, je vais dire pas bon, mais en fait, on n'a pas envie d'aller parce qu'on n'est pas du tout structuré pour ça. Et pour l'instant, on n'en a pas besoin au final. Et des compétitions,
Non, à part cette grande compétition du web qui s'appelle Howard. mais en dehors de ça, non, pas trop, effectivement. Ok. Ouais, c'est intéressant, les appels d'offres, c'est vrai qu'on n'en voit pas. Alors, c'est peut-être une autre échelle aussi. Hein, mais, C'est aussi une autre échelle, clairement. ouais, je pense qu'on ne voit pas forcément trop. Et même en termes de compétition, ça reste une compétition, je trouve, assez saine. Où on se tire un peu la bourre pour aller montrer les sites les plus créatifs, les plus immersifs, etc. Donc, je trouve que ça reste assez sain. Si vous deviez donner, on va dire chacun d'entre vous, des conseils, des tips à des personnes qui souhaitent collaborer ou des collectifs naissants, voilà, des premières collaborations entre acteurs et avec le client également, qu'est-ce que vous donneriez? Qui se lancera en premier? Attention, je désigne. Vas-y, désigne. Pierre, tu as ouvert ton micro. Ok. C'est dommage pour vous, je parle beaucoup. Non, des conseils, je pense que vraiment y aller de manière incrémentale, c'est bien. Commencer par 2 déjà, en fait, c'est déjà cool parce que mine de rien, ça prend du temps. Il faut aussi apprendre à se faire confiance, apprendre à se connaître. Et puis, ça marche pas avec tout le monde non plus. C'est aussi ce dont on se rend compte. Et là où on va attendre vers du coup vraiment un côté communauté et un côté collectif / studio, je pense que plus ça va aller, plus ces 2 chemins finalement, même s'ils auront beaucoup de passerelles, en fait, seront séparés parce que pour faire partie vraiment de la partie studio, en fait, il y a aussi un côté très concret de est-ce que tu as les compétences techniques nécessaires pour atteindre l'objectif fixé par le client et donc indirectement par Bolt en tant que studio. Et est-ce que le fit est bien passé? Parce que en fait, des fois, les méthodes de travail, l'organisation, tout ça font que ça marche pas pour plein de raisons. Et c'est pas grave en l'occurrence. Mais c'est vrai que du coup, il y a on fait beaucoup de tests en fait quelque part. Et donc y aller petit à petit, c'est important, je trouve, justement pour garder cette dynamique et cette culture que finalement. T'es mute, Théo. Pardon. Et ouais, ça, c'est construire cette relation, cette culture au fur et à mesure de l'évolution. C'est ça. Et après, j'aurais tendance à conseiller de plutôt grandir sous forme de cooptation. Et en fait, ça va se faire assez naturellement, je remarque. Où en fait, si vous êtes 2, vous allez vous dire « Ah ouais, mais regarde, tu vas soit aller demander de l'aide à une 3e personne, par exemple, ou alors tu vas avoir discuté avec quelqu'un qui semble être bien, donc tu vas le présenter à l'autre. Et puis en fait, ça va grandir comme ça de manière organique. » Je trouve ça beaucoup plus sain comme manière de faire. Et puis je pense que vraiment le plus important, c'est même de ne pas trop se prendre la tête en vrai. C'est-à-dire d'essayer de faire des petits groupes comme ça. Et puis en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a un noyau qui se crée. Et puis au bout d'un moment, tu dis « Ah, mais en fait, on a créé un groupe, quoi, sans forcément trop le faire exprès. » Et c'est là où tu peux commencer à te poser la question de est-ce qu'on met des règles ou pas, par exemple. Après, si je reprends notre expérience de Sapiens, mais finalement, Bulk, c'est un peu pareil. Au début, on s'était posé 1000 questions de savoir, quand on était vraiment à 5-6, je me souviens de notre premier appel où on s'était dit, mais est-ce qu'on fait un truc ouvert? Est-ce qu'on fait un truc fermé? Est-ce qu'on fait de la cooptation? Est-ce qu'on se dit qu'on n'accepte que 5 personnes dans les 3 prochains mois ou machin? Puis en fait, on n'avait pas vraiment trouvé de réponse, donc on avait un peu laissé tomber le truc. Et en fait, il s'est passé 1 an avant qu'on se repose réellement cette question. Parce que ça devenait intéressant, machin, mais qu'au final, pendant ce temps-là, il y en avait 2-3 membres qui avaient été ajoutés parce que un tel connaissait machin qui a dit « Ah, regarde, c'est stylé. » Je me souviens de Pierre-Louis, par exemple, où je sais plus, quelqu'un l'avait trouvé sur Howard, on avait dit « Ah, c'est trop stylé ce qu'il fait !» Et donc, on l'avait juste ajouté. Mais je pense qu'il faut garder ce côté organique. Ok. Garder le côté organique, ce sera le mot que le tips que tu nous donnes. Et communiquer. Et communiquer. C'est très important. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, Amélie, toi, en tant que membre qui a rejoint pour le coup un collectif? Ouais, c'est ça. Moi, pas en tant que fondateur de collectif, mais que. Alors, ça va être très, très cucu. Vous êtes prévenus. Mais en gros, c'est ne pas oublier de donner autant qu'on va bénéficier de ce collectif.
parce que ouais, c'est hyper sécurisant en tant que free. Il y a des gens pour nous aider. Il y a les missions, elles arrivent. Après, c'est sous réserve de bien bosser et d'avoir fait ses preuves, mais elles arrivent quand même sans avoir besoin de prospecter ou quoi que ce soit. Mais pour que ça marche, en fait, ça peut pas être le collectif qui fait tomber ça tout cru. Il faut aussi vouloir aider les autres. C'est-à-dire que toi, tu apprends des autres, mais il faut toi aussi aller ensuite en aider d'autres qui sont bloqués sur des trucs sur lesquels toi, tu étais bloqué il y a 2 mois, donc tu peux aider. Donc je pense que c'est vraiment ça, parce qu'en fait, quelque chose si ça va juste dans le sens descendant, ça fonctionnera pas, en fait, ça prendra pas. Donc il faut vraiment avoir cette envie, tous ensemble, de construire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des fonctionnements, au niveau des projets, c'est-à-dire que on va dire, il y a la différence entre ça je sais faire, ça je sais pas faire, mais ça j'aime faire, ça j'ai envie d'apprendre, et ça je sais mais ça me fait chier. Par contre, ça me fait chier, mais si vous en avez besoin, je le ferai. Ouais. Et une fois que les choses sont dites, voilà, c'est Tout le monde est au courant. c'est un peu où est-ce qu'on peut se rendre utile. Et c'est comme quand on se fait des one-to-one avec Pierre ou avec Sophia, il dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et moi, je peux faire quelque chose aussi pour vous. Bah ouais, en échange. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte de tout ce que vous faites pour nous, quoi. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit-là, si on veut que ça fonctionne, parce que ça peut être hyper vertueux, il faut que vraiment tout le monde y mette du sien, quoi. Et ça, c'est un gros sujet de communauté et je le vis un petit peu avec Init aussi, mais je remarque que les gens qui posent des questions et qui ont techniquement le plus de personnes qui répondent, pas forcément le plus de réponses, etc., mais le plus de personnes qui se mobilisent pour y répondre, c'est parce que la personne qui a posé la question, c'est quelqu'un qui a contribué, qui a déjà été présent pour aider, etc., qui a déjà partagé des ressources. Parfois, en effet, on a tous des niveaux très différents. Quand on arrive sur une thématique, sur du Webflow, etc., peut-être qu'on n'est pas la personne la plus apte à venir apporter une réponse à une question un peu technique. Par contre, on arrive avec un angle qui peut être très différent parce qu'on a un parcours print, parce qu'on a une passion pour le motion, j'en sais rien. Et du coup, on peut contribuer par un autre moyen en partageant des ressources, partageant du contenu, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque et qui se fait vraiment naturellement. C'est vraiment les gens qui posent des questions et qui ont le plus de personnes vraiment qui se mobilisent pour eux. Eh ben, c'est des personnes qui, à un moment, ont contribué, ont été là pour répondre à des questions, ont été là à des lives, à commenter, etc. Et en fait, je trouve ça hyper bénéfique pour tout le monde parce que la personne a déjà donné. On en parlait un petit peu avec Pierre quand on parlait de Pierre et Sophia, quand on parlait de Web3, etc., de ces systèmes-là de tokens que tu récupères et que tu distribues en fonction de ressources que tu partages. T'aides quelqu'un, tu gagnes un token, tu as besoin d'aide, tu redistribues un token, etc. Et en fait, on a cette notion-là qui commence à se structurer avec le Web3. C'est encore au tout début, mais je trouve que là, ça prend juste matériellement vie, quoi. Donc, c'est pas du tout cocu. Moi, j'aime beaucoup. Et toi, Daphné, est-ce que tu aurais un conseil pour terminer cette session en tant que nouvelle membre ou en tant que... ce que tu veux? Moi, ça va être très basé sur ce que j'ai pu voir de Bulk en un peu de temps et ce que j'ai vécu avant en entreprise. Je dirais ne pas oublier l'humain. Ça rejoint beaucoup ce que Amélie et Pierre et ce que tu viens de dire. C'est la communauté qui, au final, va faire évoluer. Ça sera les freelances de Bulk qui vont faire évoluer Bulk. Si on met que Sophia et Pierre, à un moment, ils vont exploser. Et comme le disait Pierre, je pense ne pas forcément se poser toutes les questions au début. Et ça va, à un moment, ça va couler de source. Voilà. Ouais, ça, c'est progressivement, les besoins vont apparaître et du coup, tu vas y répondre à ce moment-là. Ok, top, ça. Ça nous fait 3 bons conseils. 3 bons axes pour aller collaborer avec les amis, les collègues, et puis même les clients, quoi. Top. Écoutez, on arrive à 1h30.
On s'était dit 1h30, on dépasse un petit peu. Je suis désolé, j'espère que vous n'avez rien de prévu, c'est le week-end après. Je ne vais pas vous bloquer beaucoup plus longtemps. Merci Amélie, Pierre et Daphné d'être venus avec nous pour nous partager tout ça. Franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je ne sais pas vous dans le chat, mais moi j'ai appris énormément de choses et j'ai découvert encore plus les secrets de Bulk avec plaisir. Vous revenez quand vous voulez et j'insiste là-dessus à chaque fois, mais pareil, hein, si vous avez des questions Webflow, Design Freelance, franchement, vous venez de contribuer. Donc, si on peut vous rendre, n'hésitez pas. Le Slack d'Init est là pour ça. On termine une grosse semaine intense, riche de ressources. Mais ce n'était que la première semaine sur 3, 4, je ne sais plus combien il y a de semaines jusqu'à Noël. Tu vas avoir du mal le 24. Le 24, il n'y aura personne. Il reste encore 3 semaines. Ouais, ça fait quand même 17 dodo, quoi. Un truc comme ça. 17 dodo, ouais. 18 dodo. Ah ouais. Ah, on n'est pas rendu. Mais il y a du coup, vous en faites pas. On va vous tenir occupés. La semaine prochaine, on se retrouve pour du coup 3 spotlights. La journée, donc le lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, on se retrouve pour la session Cowork classique pour toutes vos questions, freelance, Webflow, design, etc. On y répond ensemble à 13h le jeudi. Et le live du jeudi soir. Donc je ne connais pas encore la thématique précise, mais ça se construit. Et vendredi, alors vous avez peut-être vu passer le message dans Partage Meetup. On sera sur Paris. Alors je serai sur Paris avec Benoît, avec Mathilda, avec pas mal de monde. Donc on essaie de structurer un petit co-op. Je pense que j'en parlais à Grégoire, mais une session de coworking ensemble. On va pas se mentir, ça va peut-être pas être la journée la plus productive de la semaine, mais au moins ça nous donne une occasion de se voir en vrai et d'échanger, de manger ensemble, etc. Donc, ça fait du bien, ouais. Voilà, si vous êtes dans le coin, rejoignez-nous. Ça fait du bien, comme le dit Pierre. Ravi de voir que ça vous plaît, que vous êtes présents. Je sais qu'il y en a. Là, on est sur un créneau le vendredi soir. Je pense que c'était le créneau peut-être de trop. On avait un peu moins de monde, mais je sais que vous êtes beaucoup à regarder en replay. Donc, si vous êtes en train de regarder le replay, salut. Profitez. Je mettrai tous les liens. On a parlé de la méthode du canard. Donc, je vous laisserai aller creuser ça dans la description. Je vous remettrai le lien du site de Bulk, le lien de Coop aussi, qu'a partagé Amélie. Et puis, je crois que c'était à peu près tout. Je vous mettrai le lien de Gazer également. Vous pourrez aller voir tout ça. Je vous invite à aller voir le travail de Bulk parce que vraiment, je trouve ça très, très cool. Et vous nous redirez ce que vous en pensez. On s'arrête là-dessus ? Parfait. Top. Bon week-end tout le monde. Merci. À très vite. Merci d'être passé. Ciao, ciao. Salut. Salut tout le monde. Salut.